Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du télétravail. On va essayer de regarder le bouleversement que peut être le télétravail depuis le Covid. Et puis avec une vision pragmatique et objective, on va essayer de regarder quels outils on peut utiliser pour améliorer la capacité à travailler à distance. Et puis des solutions qui peuvent être apportées pour encore une fois faire en sorte que ce télétravail ne soit pas problématique pour l'entreprise et pour les salariés. Jingle. Alors, avant de parler d'outils et de solutions, il nous faut comprendre quelles sont les problématiques et les enjeux qui peuvent y avoir autour du télétravail. Donc, on va se concentrer d'abord on va essayer de donner une première définition simple du télétravail. Donc, le télétravail, ça dessine toute forme d'organisation du travail dans lequel le travail qui aurait pu être fait dans l'entreprise, dans les locaux de l'entreprise, va être effectué soit dans un site satellite, alors c'est pas du tout le schéma le plus courant du télétravail, mais soit au domicile de la personne qui effectue sa mission. Donc, pour que ça puisse fonctionner, effectivement, il faut un certain nombre de technologies de l'information et il faut des moyens de communication. Et au-delà de ça, il faut aussi un espace chez la personne qui fait ce télétravail pour exercer cette activité à distance. Alors, forcément, si on regarde les choses d'un point de vue impact et moyen, c'est un bouleversement de l'organisation du travail. Il va y avoir des modalités de travail qui vont être différentes et ça nécessite énormément d'outils et de moyens technologiques pour pouvoir être mis en œuvre. Si on regarde les enjeux, il y a des opportunités, hein, la capacité à pouvoir absorber des profils d'emploi différents, avec des conditions d'aptitude différentes, parce que justement, ils vont pouvoir exercer le travail depuis chez eux. Il y a énormément de défis, des défis en productivité, des défis sociaux, des défis environnementaux, et puis il y a des risques. Au même périmètre que vous avez des défis, on retrouvera un certain nombre de risques. Alors, ne vous trompez pas, hein, ma vidéo, effectivement, je vais beaucoup passer du temps sur les risques, et pourquoi? Parce qu'effectivement, le but c'est d'aller regarder un petit peu de façon objective et pragmatique les outils et les moyens et les méthodes qu'il va falloir mettre en œuvre ou accentuer dans l'entreprise pour justement limiter ces risques. Donc oui, cette vidéo, elle peut sembler à charge. Alors pour être tout à fait transparent avec vous, je ne suis pas un fanatique du télétravail. Je l'utilise parce que j'y suis contraint, mais je considère qu'effectivement c'est un élément de solution pour beaucoup de personnes. Ce qu'il faut, c'est que ce soit équitable pour l'ensemble des salariés. Alors le télétravail ou le télétravail à distance, c'est devenu quelque chose d'extrêmement répandu depuis la période du Covid. On va y revenir juste après. Et il redéfinit de façon fondamentale le cadre de travail. Il y a quelques années, on était encore, effectivement, on avait des équipes qui déjà ne travaillaient pas à distance, qui effectivement étaient au contact, les personnes de ces équipes étaient au contact les unes des autres. Et cet élément-là, il est de toute façon plus vrai. Et c'est pas forcément le télétravail qui a cassé les frontières des équipes pour les distribuer sur des sites différents. C'est les moyens technologiques en premier. Alors, voilà. La digitalisation croissante, les outils du numérique, ça facilite la capacité à travailler à distance. Donc ça ne, c'est pas forcément lié directement au télétravail, mais quoi qu'il arrive, le télétravail va s'appuyer sur cette digitalisation croissante. Comme je vous l'ai dit, effectivement, on a tous été enfermés chez nous pendant un certain nombre de semaines, de mois même, lors de la crise sanitaire pour le Covid-19, et ça a démontré effectivement que les entreprises, enfin une partie des entreprises étaient tout à fait capables de travailler, et elles s'étaient adaptées rapidement, et cette digitalisation s'était accentuée avec cette épidémie, et que maintenant, ça constitue une étape structurante définitive. Il y a eu un avant et un après Covid. Et quand on est dans le tertiaire, on s'aperçoit que les entreprises, effectivement, maintenant, il y a énormément d'utilisation du télétravail, même des fois de façon pas forcément strictement contrôlée. Alors,
l'attente des employés, effectivement, il y a une recherche de flexibilité, il y a une volonté d'avoir un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso, mais on va voir que le télétravail n'est pas la seule. D'ailleurs, oui, on va se rendre compte que le télétravail ne permet pas forcément de construire cet équilibre vie privée et vie perso, parce qu'effectivement, il laisse rentrer le travail au domicile et qu'il va falloir définir les limites, les bornes dans son emploi du temps, dans sa façon de travailler, entre ce qui est du perso et du privé. Alors, clairement, je vous l'ai dit, hein, je vais passer beaucoup de temps sur les risques, mais il y a effectivement énormément d'impacts positifs, à la fois pour les employés et pour les entreprises. Donc le premier élément, on vient de l'évoquer, hein, c'est la flexibilité. C'est la capacité à pouvoir mieux gérer son temps et puis finalement de se dire, dès l'instant où j'ai fini mon travail, je suis à mon domicile et je ne perds pas de temps dans les transports, je ne perds pas de temps dans tout ce qui peut être compliqué pour certains salariés quand ils travaillent loin de leur site. Le deuxième élément, il est lié effectivement au fait qu'on a pu la nécessité de se déplacer. Alors on vient de dire effectivement la réduction du temps, mais aussi la réduction du coût de transport, la réduction de l'investissement sur les moyens de transport, et puis quelque part effectivement il y a moins de stress lié au trajet. Mais pas uniquement pour la durée du trajet, mais pour tous les moyens nécessaires à ce qu'on puisse faire ce trajet. Pas de problématique avec les grèves, pas de problématique avec une panne quelconque. Si effectivement cet événement arrive, on utilise les modalités du télétravail. Il y a une part importante aussi, c'est l'autonomie et la responsabilisation. Vous êtes seul au domicile, donc effectivement, vous devez, mais vous êtes plus libre sur la façon de gérer votre temps de travail et d'organiser votre journée comme vous l'entendez. C'est pas forcément vrai parce qu'on va voir qu'effectivement, de toute façon, ça n'empêche pas le fait qu'il y a énormément de réunions et que ces réunions, elles vont être de toute façon préemptives, sollicitantes. Et cette promesse de mieux gérer son temps de travail, elle est vraie, mais pas systématique, on va dire. Alors, l'accès plus large à un éventail d'opportunités d'emploi. Oui, et ça, c'est peut-être l'un des points très importants du télétravail, je l'ai dit tout à l'heure. N'importe quel salarié peut accéder à plus d'emplois parce qu'il va avoir plus de facilité pour l'exercer, y compris dans des problématiques de handicap, dans des problématiques d'incapacité quelconque. Le fait de pouvoir être à son domicile et d'exercer sa tâche, ça permet de continuer à remplir sa mission pour l'entreprise, alors que sans cette modalité, potentiellement, il y aurait eu un vrai problème. Alors, pour les entreprises, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un accès beaucoup plus important à un plus gros vivier de compétences, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de salariés maintenant, et parmi les jeunes, beaucoup demandent la modalité de travail à distance. Et on peut faire fi de la contrainte géographique. On peut recruter un salarié pour travailler sur un projet alors même qu'il n'est pas du tout sur le site géographique de l'entreprise. Le télétravail, et encore plus après le Covid, a cassé la notion de bassin d'emploi, de frontières géographiques dans les entreprises en fonction des succursales. Donc ça permet, par contre, pour l'entreprise, d'augmenter sa capacité de recruter parce qu'elle elle aussi va pouvoir faire fi de la contrainte géographique. La réduction des coûts d'infrastructure, effectivement, hein, toutes les entreprises, et plus l'entreprise est grosse, plus avec l'application du télétravail et la généralisation du télétravail, plus elles réduisent les coûts d'infrastructure, moins de bureaux, égale moins de charges. Donc effectivement, dès l'instant, alors ça va passer par des aménagements flexibles des postes de travail, hein, la notion de flex, hein. Mais effectivement, ça permet de réduire le besoin en infrastructure. La résilience, le Covid l'a démontré. La capacité à pouvoir faire une continuité d'activité alors même que les salariés sont bloqués chez eux. Le télétravail, mais c'est surtout les outils du télétravail et les outils digitaux du télétravail qui ont démontré qu'effectivement on pouvait continuer à maintenir une activité dans une situation de crise telle qu'on a connue avec le Covid. Et pour l'environnement, effectivement, on a une réduction de l'empreinte carbone, puisqu'on réduit déjà l'infrastructure et les coûts
de chauffage, les coûts logistiques, les coûts électriques de gestion de cette infrastructure. Alors pas complètement, hein, puisque l'ordinateur devra bien tourner quelque part, mais le chauffage, la climatisation, toutes les infrastructures, tous les coûts énergétiques des infrastructures vont être réduits. Et en plus, vous avez la réduction de l'impact carbone inhérent au transport du salarié pour aller de son domicile jusqu'à son lieu de travail. Le dernier point, et là je l'ai mis en gris, parce qu'il est potentiel, mais il n'est pas systématique, et potentiellement ça peut même être un problème, il y a une amélioration de la productivité, potentielle. Moins d'interruptions, un environnement personnalisé qui permet aux salariés de plus s'adapter son poste de travail, mais là on va voir qu'il y a des choses qui sont cachées derrière. Parce que potentiellement cette productivité, elle peut très bien être réduite sur d'autres aspects qu'on verra un peu plus tard. Et puis l'environnement personnalisé, là on va parler sécurité, là on va parler, on avait fait des tentatives avec le BIOD, hein, le Bring Your Own Device, quand les salariés étaient dans l'entreprise. Bah là, quand on parle d'environnement personnalisé, il faut faire attention à l'utilisation de moyens qui ne sont pas forcément contrôlés par l'entreprise et des impacts de sécurité que ça peut avoir. Alors, les impacts négatifs potentiels, on va essayer d'en lister quelques-uns. Pour les employés, le premier, le plus grave, c'est l'isolement social. Forcément, plus on fait de télétravail, moins on a d'interactions formelles, physiques, informelles, la pause café, le repas du midi. Et cette problématique d'isolement social, elle est extrêmement grave et il faut être extrêmement vigilant sur les conséquences que ça peut avoir pour la santé mentale des salariés. Le deuxième problème, c'est qu'on a vu, dans une certaine mesure, le télétravail peut permettre d'améliorer la frontière entre vie pro et vie perso, parce qu'il permet d'être plus rapidement, de basculer plus rapidement sur sa vie perso, mais par contre, si on ne sait pas gérer sa déconnexion, si on ne sait pas gérer l'équilibre entre ce temps de travail et ce temps perso, on peut très bien aller le soir, on finit de manger, et puis on se dit, oh finalement je vais y retourner, et puis à minuit on est encore en train de finir un dossier ou de travailler sur quelque chose qu'on juge pas avoir fini. Et comme on n'est pas au contact des autres et qu'on ne voit pas le rythme des autres, il peut même y avoir un sentiment de culpabilité à s'arrêter parce qu'on se dit mais ça se trouve les autres ils bossent beaucoup plus que moi. Ou pas. La surcharge de travail, c'est la conséquence directe de ce que je viens de dire. La tendance à travailler plus longtemps. Effectivement, on ne voit pas l'autre travailler, et comme on ne voit pas l'autre travailler, on n'a pas de référentiel, et forcément, dans ces cas-là, il y a des gens qui vont en profiter, qui vont moins travailler, mais il y a des gens qui vont beaucoup plus travailler, et potentiellement ne pas respecter le code du travail sur l'équilibre entre le rythme au travail et le rythme à la maison. Le problème ergonomique. Alors ça, c'est un problème important aussi, hein. Forcément, ça veut dire que potentiellement, un salarié qui va télétravailler et qui va faire un nombre de jours au travail sur site, plus un nombre de travail à domicile, il faut qu'il ait les mêmes conditions d'ergonomie, la même qualité du matériel de travail, chaise, ordinateur, écran d'ordinateur, qui vont lui permettre de protéger sa vue, se protéger des TMS, se protéger de maux encore plus graves inhérents à l'inconfort de sa station de travail. Sur le site professionnel, aucun problème, il y a des visites des CHSCT, enfin des instances qui ont remplacé les CHSCT maintenant. Il y a des visites de préventeurs, il y a des visites d'un certain nombre de personnes qui ont la responsabilité de cette vigilance. Que se passe-t-il au domicile? Rien du tout, personne ne va venir visiter. Et est-ce que l'entreprise va systématiquement mettre à la disposition du salarié soit un budget, soit du matériel pour améliorer son plan de travail? Pas forcément. Alors pour les entreprises, c'est aussi des impacts négatifs potentiels, aussi pour l'entreprise. La complexité du management est peut-être le point le plus important. Pour un manager, alors effectivement, c'est pas complètement lié au télétravail, puisqu'on avait déjà commencé à faire du management à distance. Mais ce management à distance, cette fois-ci, il n'y a même plus le garde-fou que le salarié soit présent sur un site. Et donc sous le potentiel contrôle ou la visibilité d'autres personnes. Alors j'aime pas parler de contrôle, on va parler de visibilité parce que c'est une vigilance aussi humaine, on va dire. Et puis, il y a la nécessité de gérer ce cadre de confiance
aussi sur les objectifs à réaliser, sur la réalisation. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'il y avait des personnes qui étaient en surcharge de travail, il y a d'autres personnes qui effectivement vont considérer le télétravail comme une opportunité de réduire leur charge de travail. Ça veut dire que du coup, on est cette fois-ci face à l'obligation d'un management qui est basé sur des objectifs et qui se base sur le principe d'autonomie. Il n'y a plus personne pour surveiller l'activité au quotidien, donc forcément il faut que cette fois-ci on construise une vraie relation, que le manager construise une vraie relation basée sur la volonté d'aller vers l'objectif. Ah, le défi de la cohésion d'équipe et de la culture d'entreprise. Bah, si plus personne est présent sur les sites, faire vivre un site, faire vivre un collectif sur un site professionnel, ça devient extrêmement compliqué. Les gens qui sont en charge des activités d'animation, des activités de vie quotidienne des sites, c'est même pas un défi, hein. Ça devient presque une impossibilité dès l'instant où le télétravail est dans une hyper-démocratisation, voire des fois de temps en temps certains abus sur le fait que des salariés ne respectent pas les objectifs de présence sur site fixés par l'entreprise. Et en plus de ça, là je parle de la cohésion par l'événementiel, par la vie de site, mais il y a aussi cette cohésion du quotidien. Cette cohésion de se dire une équipe elle travaille ensemble, les gens viennent sur un site pour partager les objectifs et puis bah, ils ont des interactions systématiques. Il n'y a plus d'échanges spontanés, maintenant il faut effectivement faire un Teams, est-ce que je vais gêner la personne, est-ce que je vais la solliciter, il y a des choses qui doivent se retravailler. Alors je dis un Teams ou n'importe quel outil qui permet de communiquer à distance. On en verra et on est sur UltraGreen, donc on essaiera de regarder des solutions open source. Alors le risque de sécurité de données, je l'ai déjà un peu évoqué, mais cet accès à distance, il nécessite que depuis un endroit que l'entreprise ne maîtrise pas, c'est-à-dire le domicile du salarié, on arrive à construire une connexion qui permet de conserver le niveau de sécurité nécessaire à l'accès sur les infrastructures privées, intranet, équipements et plateformes internes à l'entreprise, sans qu'il y ait de risque. C'est un défi énorme et on va voir effectivement les VPN, on va voir qu'il y a des solutions et ces solutions en plus elles se sont hyper démocratisées avec le Covid-19 mais reste quand même effectivement le fait que l'utilisation d'équipements personnels pour faire certaines opérations et puis effectivement il faut vraiment que l'entreprise ait des vrais processus d'infogérance, des vrais processus de contrôle de son parc et des vrais outils pour vérifier la connexion éventuelle d'un équipement personnel sur les réseaux de l'entreprise. Alors, le dernier que je veux souligner, c'est la difficulté d'intégration des nouveaux collaborateurs. Et par collaborateur, j'entends prestataire, j'entends salarié, mais j'entends aussi apprenti, c'est-à-dire des profils qui sont peut-être encore plus fragiles et qui nécessitent beaucoup plus la présence. Normalement, effectivement, il y a une obligation pour que les tuteurs d'un apprenti ou d'un stagiaire soient présents sur le site avec leur apprenti et leur stagiaire. La réalité du télétravail fait que maintenant, effectivement, il y a une tolérance qui s'est construite. Malgré tout, rien ne remplace la présence quotidienne d'un tuteur au-dessus, aux côtés de son apprenti pour l'accompagner quotidiennement. Donc voilà, moi je considère que pour quelqu'un qui a une responsabilité sur l'apprentissage, sur la formation de quelqu'un, il y a une responsabilité plus forte. Mais au-delà de ça, même pour un prestataire, même pour un salarié quelconque, le fait que ça soit quasiment impossible ou peut-être une journée par semaine d'avoir une équipe dans son intégralité, ça complique effectivement la phase d'intégration. Alors, les moyens techniques essentiels. On va essayer de lister ce qui est strictement nécessaire pour une entreprise pour pouvoir exercer l'activité en distance et donc dans les modalités du télétravail. La connectivité. Le premier, c'est qu'effectivement, il ne peut y avoir télétravail que s'il y a un moyen de se connecter sur les infrastructures de l'entreprise, les infrastructures, le réseau intranet de l'entreprise. Ça passe par du haut débit ou du très haut débit, et ça passe aussi, parce que j'ai évoqué tout à l'heure, ce fameux Virtual Private Network, qui permet de faire une prolongation du réseau de l'entreprise dans le domicile de la personne. Donc ça, la connectivité, on peut pas parler de télétravail, alors non, c'est pas le téléviseur, c'est bien à distance, on ne peut pas parler de télétravail sans connectivité.
Et pour qu'il puisse y avoir la matérialisation de cette connectivité, évidemment, il faut le matériel informatique. Mais ça veut dire que là où on mettait à disposition des ordinateurs type station aux salariés, maintenant toutes les entreprises fournissent des ordinateurs portables. Il n'y a pas très longtemps que ça, il y a un peu avant le Covid-19, un certain nombre de salariés avaient toujours des ordinateurs physiques. Il y avait qu'une partie des salariés qui étaient réputés plus nomades, qui avaient des postes nomades ou des ordinateurs portables pour le coup. Maintenant, tout le monde a un ordinateur portable, parce que sinon on créerait une fracture, une injustice pour certains salariés sur la capacité à exercer le télétravail. Par contre, ça veut dire aussi qu'il va falloir potentiellement soit subventionner, soit accompagner le salarié dans la récupération d'écrans externes, de claviers, de souris, de webcam. Alors la webcam elle est souvent sur le portable, hein, donc là le problème se pose pas, mais il va falloir aussi des micro-casques de qualité qui vont... Alors ce matériel, le micro-casque de toute façon, et la webcam, on en avait déjà besoin parce que le travail à distance était déjà la monnaie courante dans une grosse partie des entreprises du tertiaire, avant même qu'on parle de télétravail. Alors, et c'est là qu'on va passer du temps sur les outils, beaucoup plus que sur la partie physique, parce que la partie physique, de toute façon, c'est quelque chose qui est mis à disposition par les entreprises de façon assez courante. Maintenant, il va falloir effectivement parler d'outils. Et puis là, là c'est la jungle. Hein. La visioconférence, on a les trucs... Zoom, Teams, Google Meet, Jitsi Meet, on verra d'autres solutions open source. Il y a des choses effectivement sur lesquelles faut qu'on se pose la question du risque de nos données. Zoom par exemple, on peut se poser des questions, même mais effectivement l'utilisation de Microsoft Teams, alors même qu'effectivement c'est la solution la plus démocratisée, hein, quelle est la sensibilité des données qu'on peut se permettre dessus, comment le mettre en place avec des garanties, travailler avec Microsoft pour avoir ces garanties, pareil avec Google. On a le même problème avec la messagerie instantanée. On retrouve Teams, mais on a Slack, on a Element, il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en place en self-hosting, en open source. En fonction de l'entreprise dans laquelle on travaille, il faudra se poser cette question. Mais de toute façon, derrière cette question, se pose la question de la souveraineté, se pose la question de la sécurité des données et de la confidentialité des données de l'entreprise. On a le même problème avec les partages de documents, les stockages. Donc, est-ce que je vais utiliser un Google Drive pour mon entreprise ou ou un OneDrive qui vient avec mon pack Office 365? Tout dépend de la façon dont j'ai contractualisé avec l'entreprise que j'utilise. Ou est-ce que je vais utiliser des solutions open source, OnCloud, Nextcloud? Pareil pour la gestion de projet. Est-ce que je vais utiliser un Atlassian Jira ou un Open Project, un Trello et ainsi de suite. Alors la sécurité, là aussi, il va être indispensable de mettre en place sur le poste de travail utilisé par le salarié, mais aussi dans l'infrastructure et la connectique d'un point de vue physique et logiciel qui permettent aux salariés de travailler, de mettre en place les antivirus, les pare-feux qui vont bien, les mécanismes d'authentification pour sécuriser de façon fiable la personne qui se connecte sur les assets et sur les actifs de l'entreprise, et puis de mettre en place des mécanismes de sauvegarde régulière des données, encore plus avec le nomadisme. Alors maintenant, on va essayer de regarder 4 volets de problèmes potentiels qu'il peut y avoir sur le télétravail. Je vous l'ai dit, c'est pas forcément une démarche à charge, c'est une volonté d'être pragmatique, objectif sur les risques pour pouvoir discuter de façon plus sereine des solutions et des limites qu'on doit donner au télétravail. Les premiers problèmes que je vais évoquer, ce sont les problèmes sociaux. Le problème d'isolement et de solitude est extrêmement important. Il peut pousser le salarié dans des situations extrêmement problématiques, voire définitives, de burn-out jusqu'à beaucoup plus grave. L'interaction informelle, on a tendance à la négliger dans le travail, mais ce qui est particulier, c'est qu'elle est cette soupape de décompression, mais elle est aussi un moyen de production. Elle est aussi le moment où on va regarder une problématique, un problème à régler de façon complètement différente. Et c'est peut-être là où on trouve comment voir différemment la situation pour trouver une solution. Peut-être que l'interaction informelle peut être vue comme un catalyseur aussi sur certaines situations. La discussion à la machine à café, elle est une réponse pour les problématiques d'isolement et de solitude, mais elle est aussi une réponse pour l'entreprise. Donc il faut se dire, au-delà du problème social, on a tout intérêt à traiter cette problématique de l'isolement et de la solitude,
et donc potentiellement de contrôler, de limiter l'utilisation du télétravail parce que elle va avoir d'autres éléments de réponse. La perte de cohésion d'équipe. Donc là, être un bon manager qui sait gérer une équipe à distance, c'est un énorme défi, hein. De pouvoir savoir garder, conserver des moments de collectif, de trouver le bon équilibre entre télétravail et pas télétravail, et puis de conserver un esprit d'équipe sans les interactions physiques au sein de l'équipe. C'est un défi énorme. Et ce problème, il est présent dans toutes les entreprises qui mettent en place le télétravail. La difficulté d'intégration, on l'a dit, hein, trouver comment faire en sorte que y ait des matérialisations intangibles, donc logiciels, de lieux d'échange et d'intégration pour les salariés. Et encore plus pour les nouveaux salariés qui rejoignent l'équipe ou des apprentis ou des personnes qui effectivement nécessitent un accompagnement plus important sur des phases initiales de montée en compétences et de prise d'activité. L'érosion de la culture d'entreprise, bah, c'est difficile, hein, de conserver le sentiment corporate, le sentiment d'appartenance quand on n'est pas assez présent dans les locaux de l'entreprise. Il y a une expression, hein, loin des yeux, loin du cœur, mais c'est vrai. Si vous êtes trop absent physiquement de l'entreprise, vous êtes trop absent des enjeux et de la vie globale de l'entreprise. Donc il faut éviter le télétravail en application globale. Alors les problèmes humains et psychologiques, on va le regarder encore un petit peu différemment. Ce fameux problème de dilution de la frontière entre vie pro et vie privée. Donc le domicile devient un lieu de travail, donc à partir de quand il l'est plus, où est-ce qu'il l'est, où est-ce qu'il l'est pas, de quelle heure à quelle heure, et ainsi de suite. Ça demande pour chacun de définir ses règles et de définir de façon stricte son cadre de déconnexion, et de bien séparer ce qui est du domaine privé et du domaine pro. Ce problème-là, il est à résoudre par chacun, et on n'a pas tous la même résistance, donc il faut être vigilant à cet équilibre vie pro, vie perso. La surcharge de travail. Quand est-ce que je dois m'arrêter? À partir de quand j'ai le droit de dire que j'ai fini ma journée alors que c'est pas les mêmes, alors qu'il n'y a pas ce rythme qui est fabriqué par le collectif? Quand est-ce que je suis en train de trop travailler et que je vais me mettre dans une situation d'aller vers le burn-out? Voilà, ça c'est pareil, c'est des éléments, malheureusement, l'entreprise peut donner des garanties, mais elle ne peut pas donner des solutions définitivement, puisqu'il faut que le salarié construise lui-même cet équilibre. Ce qu'il faut, c'est que l'entreprise fixe des règles, pas de réunion à partir de telle ou telle heure, des règles qui continuent à scheduler, à ordonnancer le rythme quotidien de travail d'une personne. Le stress lié à la technologie. Alors ça, c'est quelque chose qui est trop souvent négligé. De se dire on est au quotidien au contact avec l'outil technologique. Alors il y a des choses, hein, moi je suis un petit peu plus... je l'ai mis parce que c'est évoqué régulièrement, hein, sur le sujet, la fatigue visuelle, la fatigue auditive. Moi je vais plutôt m'intéresser sur l'hyperprésence des problématiques technologiques et le fait que si cette problématique technologique, si un problème survient alors qu'on est en télétravail, on est seul pour les résoudre. Il n'y a personne, il n'y a pas le service d'assistance qui va pouvoir vous aider. Ou alors effectivement, il va falloir appeler un support avec la complexité que ça peut être en fonction de la taille de l'entreprise. Ou alors effectivement, de toute façon, il va falloir se redéplacer. Tout ça, ça génère du stress. Donc le stress lié à la technologie, il n'est absolument pas à négliger. La sédentarité et le problème ergonomique. Mine de rien, aller travailler, c'est se lever, prendre sa voiture ou son vélo ou n'importe quel moyen, ou les bus pour aller travailler. Quand on est en télétravail, je suis même certain qu'il y a des salariés qui des fois télétravaillent assis dans le lit avec le laptop sur les genoux. Donc là, je parle même pas du problème d'ergonomie, mais rien que sur le problème de sédentarité, c'est déjà compliqué. Mais au final, faire 3 mètres pour aller travailler, c'est un vrai problème. Ça veut dire que finalement, dans l'aspect physique du fait d'aller travailler, et il y a une problématique au niveau de la sédentarité. Et tout ça, bah, potentiellement, ça va augmenter la détérioration de santé et la détérioration de l'état de forme
d'une personne sur la durée. Le sentiment de perte de contrôle. Alors ça, c'est plutôt du côté des managers, de se dire effectivement, je suis pas en mesure de savoir ce que font mes salariés au quotidien, de savoir est-ce que l'activité elle avance, est-ce que... Alors ça veut pas dire que je cautionne l'approche de l'hyper-contrôle et puis du marquage à la culotte, au contraire, je pense qu'il fallait savoir déjà à l'époque fabriquer l'autonomie et fabriquer l'indépendance sur la façon de réaliser une tâche quand c'était possible, et pour ceux qui le demandaient. Par contre, du coup, là, on est complètement... Si l'outil n'a pas été prévu, si les processus n'ont pas été bien prévus, il peut effectivement y avoir une vraie perte de contrôle. Alors, on en arrive justement aux outils, et les risques liés aux outils, et typiquement à la sécurité et à la fiabilité. La problématique des cyberattaques, elle est extrêmement importante. Les risques de phishing, c'est quand on a un mail qui est douteux, qui arrive à tout le monde, des fois on se tourne, on regarde son collègue, il fait tu l'as reçu ce truc-là et puis le collègue il lui fait ah, oh, ouvre pas ça, on sait pas ce que c'est. Là on est tout seul à la maison et on est encore plus sensible à ces problématiques de phishing, de rançongiciel. Et effectivement, le fait d'être en plus sur la partie social engineering, sur la partie risque global, on est seul à la maison. Et donc, effectivement, personne ne va entendre un bout de la conversation où on menace quelqu'un, on lui met la pression pour récupérer des logins, mots de passe, et ainsi de suite. Le fait d'être seul à la maison renforce énormément les problématiques de cyberattaque, à la fois d'un point de vue technique, méthodologique, mais aussi sur les aspects du social engineering. Et puis, effectivement, en plus, se pose le problème du réseau support. C'est-à-dire, oui, on a un VPN, mais par contre, on est posé sur un réseau qui, potentiellement, lui a déjà potentiellement été corrompu. Parce qu'effectivement, c'est impossible pour l'entreprise de maîtriser tous les points de raccordement des VPN qui vont se connecter jusqu'à l'entreprise. La fiabilité technique. Alors ça, c'est un vrai problème que tout le monde a rencontré quand on a fait du télétravail. La connexion internet, déjà potentiellement on la partage avec d'autres, y compris avec des enfants qui ont décidé de streamer, de jouer, de faire plein d'activités sur le réseau et donc de monopoliser une grosse partie de la bande passante. Quid de la qualité du Wi-Fi, on n'a pas une borne Wi-Fi dans toutes les pièces de la maison comme on pourrait trouver sur le site dans lequel on travaille. La connexion internet par elle-même, la fiabilité de la connexion internet, pour l'entreprise, on multiplie par le nombre de salariés le risque potentiel de perte de connexion Internet. Et la panne matérielle mal gérée, si on n'a pas les processus de support et le support à distance qui est mis en disposition pour ces salariés, tout dépend de la taille de l'entreprise, ça peut être effectivement extrêmement compliqué. Le Shadow IT, oui, personne ne peut empêcher que... c'est sûr, hein, le Shadow IT, quand on est sur le site où on voit l'ordinateur qui est posé sur le bureau, on passe, on fait mais qu'est-ce que c'est que ton truc là? Ouais mais non, mais ça c'est juste parce on est en train de déployer un truc en test. Non, ça marche pas comme ça. À la maison, qu'est-ce qui nous garantit que le salarié n'a pas trouvé un moyen, un contournement d'une restriction, d'une règle de sécurité pour venir connecter quelque chose qui l'aide dans son travail, mais qui potentiellement revêt un risque potentiel pour l'entreprise qui n'est même pas mesuré, vu, perçu par l'entreprise. Alors pas systématiquement, tout dépendra de l'outillage qu'il peut y avoir et des niveaux d'introspection qu'on peut faire sur les protocoles, sur les firewalls et ainsi de suite pour regarder si effectivement quelque chose de spécifique, non autorisé est connecté sur l'infrastructure réseau de l'entreprise. Les mises à jour et les maintenances. Bon, ça, c'est dépendant des entreprises. Les grosses entreprises avaient déjà des flottes déployées et tous les processus qui étaient adaptés. Là, la vraie problématique qui est cachée derrière, elle est cachée derrière la problématique de connectique. Comment garantir que l'ordinateur qui doit rester branché pour faire une mise à jour nocturne va bien être branché s'il y a une problématique de réseau chez la personne ou effectivement n'importe quelle fluctuation de la qualité de la connexion. Alors, les problèmes opérationnels. Et on va finir sur ce sujet des problèmes avec ces problèmes opérationnels. La communication. Alors, et vous me voyez venir, hein, je vais peut-être faire un petit centrique sur ce sujet. Le risque de malentendu en l'absence de communication non verbale, les délais de réponse, la surcharge email-message. On va sûrement aller regarder quelque chose là-dessus. La gestion de la performance, la difficulté à évaluer la productivité, et c'est pour ça, des fois on entend, c'est super le télétravail, ça améliore la productivité, parce que quand je suis à la maison, je peux faire des choses tranquillement, personne ne me dérange. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi je pense que c'est pas complètement vrai, puisque de toute façon, les modalités de travail à distance étaient déjà présentes, elles n'ont pas changé. C'est pas parce qu'on est à la maison,
ou alors c'est parce qu'on se l'autorise plus, mais c'est différent. En tout cas, est-ce que le fait qu'on ne fasse pas des workshops, qu'on ne fasse pas de la co-construction et que l'intelligence collective dans le contact physique soit plus aussi présente, moi je considère qu'effectivement d'un point de vue de l'entreprise, de la productivité, par l'application trop importante du télétravail, est plutôt un risque en perte de productivité. Et la nécessité de passer sur un mode de management par les objectifs, ça marche avec certaines personnes quand l'autonomie est déjà en place. Par contre, quand on a des salariés qui sont pas assez autonomes, peut-être parce qu'ils débutent, peut-être parce qu'ils sont pas encore en pleine maîtrise de leur activité, la gestion par les objectifs, ça peut vite être problématique. La logistique et le support IT, bah, on l'a vu, hein, toute la nécessité d'avoir des vrais processus de support à distance pour résoudre tous les types d'incidents. Et c'est là où le défi repose. Et puis la gestion des équipements, de tout le parc physique d'équipements, les portables, les écrans, tous les éléments qui vont permettre aux salariés de travailler chez lui comme dans l'entreprise. Donc en plus, en termes de logistique et de besoins d'infrastructure et de matériel, potentiellement on double. La conformité réglementaire, le respect de la loi, des lois sur le travail, le droit à la déconnexion, la santé et la sécurité au travail, je l'ai dit, je le redis, ce sont des énormes défis. Et est-ce que pour le moment, il y a une vraie mesure suffisamment bonne et performante qui est mise en place sur les conditions d'un salarié dans son activité au télétravail? Non. Et en même temps, on ne peut pas en vouloir aux entreprises. C'est extrêmement intrusif de se dire, j'ai quelqu'un qui va... L'entreprise a le droit de le faire, hein. Mais est-ce que l'entreprise va faire la démarche de faire venir quelqu'un au domicile d'une personne pour vérifier ses conditions de travail? Non, elle ne va pas le faire. Et est-ce qu'il y a un engagement sur parole de se dire j'ai la place, j'ai les équipements nécessaires pour faire ce télétravail? Non, l'entreprise, elle ne le fait pas systématiquement. Et encore une fois, elle le fait pour une excellente raison. C'est qu'elle ne veut pas créer de différence entre les salariés et elle ne veut pas afficher une problématique de différence sociale entre les salariés qui se verrait par la capacité d'exercice du télétravail. Et là, il y a un énorme défi derrière. La gestion des urgences, dans tout ce que ça comprend, l'urgence personnelle, l'urgence professionnelle, l'urgence opérationnelle, comment traiter le cas d'urgence pour des travailleurs qui ne sont pas sur le site. C'est un énorme problème. Je n'ai pas dit que j'avais des solutions à apporter sur le sujet. Alors, les problèmes de productivité, excusez-moi, il y avait aussi ceux-là que j'avais évoqués. Donc, la distraction à domicile. Je n'ai pas envie d'en faire un cheval de bataille, hein, mais effectivement, il peut y avoir les enfants présents, il peut y avoir la sollicitation, les choses qui... on ne se poserait même pas la question. Vous auriez une personne qui passerait au domicile alors que vous n'êtes pas là, mais bah vous n'êtes pas là. Alors que là, quand vous êtes là, vous allez faire une interruption dans votre travail. Mais après tout, on a d'autres interruptions quand on est sur le site professionnel. C'est pas un vrai problème, la distraction à domicile. Il y a la distraction sur le site, il y a l'environnement de travail hyper bruyant sur le site. Donc ça, c'est pas un vrai problème. Et pour moi, je l'ai noté, mais je le partage pas. La difficulté à maintenir la concentration. Il y a certaines personnes, par contre, qui effectivement, quand elles ne sont pas dans ce cadre structuré de la variation entre la vie perso et la vie professionnelle, ont un problème de concentration. C'est plutôt l'inverse qu'on voit. On voit plutôt le télétravail comme une amélioration vis-à-vis de la capacité à maintenir la concentration. Je le mettrais plutôt dans l'autre sens. La collaboration complexe, par contre, là, c'est un état de fait. Hein. Faire un brainstorming, faire un PI planning, une réunion dans les cadres de l'agilité, l'exercice de l'agilité dans le cadre du télétravail devient quelque chose qui devient extrêmement compliqué. Déjà parce qu'elle impose des outils, donc la compréhension de l'outil, parce qu'elle impose des règles précises sur le temps de parole, sur la façon de gérer le temps de parole. Les outils commencent à créer, hein, et l'approche métaverse à usage professionnel, c'est une volonté de vouloir réadresser par une nouvelle réalité, par une réalité supplémentaire, additionnel, un cadre professionnel à distance qui reprendrait certaines des règles de l'échange dans la vie réelle, en physique, jusque potentiellement aux échanges et aux aspects informels qu'on peut avoir parce que les outils vont s'améliorer. On n'en est absolument pas encore là, mais on sent qu'effectivement il y a quelque chose qui se fabrique sur ce sujet-là. La surproductivité ou la sous-productivité, je me suis déjà largement exprimé, donc effectivement, ça marche dans un sens comme dans l'autre, il y a une grosse vigilance à avoir.
Et puis ce qui pose par contre le plus de problèmes, c'est plus la mesure de la productivité. Aucune entreprise, pour le moment, est capable de définir une vision claire, objective et pragmatique de l'impact du télétravail sur les résultats et sur la productivité de l'entreprise. Il y a une population qui va s'évertuer à la regarder de façon négative, une population qui va s'évertuer à la regarder de façon positive parce qu'ils sont plus promoteurs du télétravail, mais tout ça reste du domaine du subjectif. Alors, vous m'avez vu venir depuis le début. J'ai fait cette vidéo sur le télétravail aussi parce que je suis un défenseur du no-mail depuis très longtemps et je considère que pour que le télétravail puisse fonctionner, au-delà des outils, il y a surtout les méthodes et des enjeux qu'on n'a pas voulu adresser, qu'on n'a pas voulu traiter depuis très longtemps. Le no-mail, c'est une philosophie de travail qui a pour objectif de réduire de façon drastique l'usage du mail à sa stricte nécessité, c'est-à-dire ne pas l'utiliser comme un moyen de communication et de privilégier l'instant messaging et de privilégier les outils pour gérer le flux de travail et l'activité. Donc, pourquoi le no-mail, ça devient primordial en télétravail? D'abord parce que c'est une des façons de régler le problème de la surcharge informationnelle. Il y a énormément de mails qu'on reçoit par jour. Il y a des chiffres qui vont jusqu'à 121 mails professionnels par jour. Et on a ce problème d'infobésité. Et maintenant, on a l'impression qu'un salarié qui regarde pas son mail systématiquement, il pourrait presque considérer qu'il n'est pas un vrai salarié, un bon salarié, alors qu'au contraire, il est en train de subir un bruit systématique. Le problème du mail, c'est aussi le fait qu'il y a un aspect asynchrone dans l'échange qui vient fausser la mesure réelle de l'information, de la problématique. Donc, déjà, le mail, quand il se substitue à des échanges humains, c'est déjà un problème, mais en plus, avec le fait qu'on a déjà ce travail à distance qui s'était démocratisé, et qui, cette fois-ci, vient exploser avec les enjeux du télétravail, on a un vrai problème de surcharge informationnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inefficacité structurelle globale de l'email. La communication asynchrone mal utilisée, c'est ce que je viens de dire il y a quelques minutes. La fragmentation de l'information. Suivre un vrai problème quand on a la vision différentielle de plein de personnes sur un thread de mail et au final de se dire est-ce que tout le monde a bien compris les enjeux? Je vous garantis que personne ne les comprend jamais, les enjeux sur un thread. C'est pour ça qu'on va regarder, il y a des solutions, mais en tout cas il faut privilégier le contact direct, donc l'échange direct, peut-être 2 à 2 ou par groupe, pour être sûr que les gens sont focalisés sur le problème en même temps. La messagerie instantanée a cet avantage, et maintenant en plus comme elle permet de conserver le flux d'activité, elle permet de s'assurer que les personnes qui sont présentes pour traiter le problème à l'instant T sont focalisées sur le problème, alors que quand on est sur le mail, quand on est sur le mail, l'insynchronisme vient créer une divergence de compréhension globale à chaque étape. Et on a ce qu'on appelle le problème, excusez-moi du terme, du téléphone arabe, c'est-à-dire la compréhension initiale et la compréhension finale du problème. À la fin du thread, la moitié de la charge active de la problématique, elle a été perdue. Et puis, un énorme problème sur la contextualisation. C'est trop difficile en permanence de pouvoir revenir sur le contexte global du problème. Mais c'est un peu la même chose quand même que la fragmentation. Puis la perte de temps. On est sans arrêt en train de checker ses mails. Au final, est-ce qu'on est en train de bosser quand on check un mail? C'est contestable. L'impact sur la santé mentale. C'est cette fameuse notion de présentéisme numérique. Se sentir obligé en permanence de surveiller un processus asynchrone. Ne pas maîtriser quand il va arriver et pourtant se rendre complètement obligé de surveiller l'arrivée du mail parce que finalement il devient la justification professionnelle. C'est extrêmement problématique. Et disons qu'en plus, ce mail, effectivement, il a été construit il y a très longtemps, il a des problèmes de sécurité, il a des problèmes de répudiation, le fait qu'on puisse envoyer un mail à la place de quelqu'un d'autre. Ce protocole, de toute façon, il a été inadapté depuis le début. Il n'avait pas été fait pour des échanges aussi globaux que ce pourquoi il a été utilisé. Il faut se rappeler qu'à la base, c'était fait pour échanger entre des machines sur le réseau Internet, et après, avec la virtualisation, on arrivait à effectivement faire en sorte que le mail ne représente plus un utilisateur, mais un individu dans tout ce que ça a de plus global. Par contre, effectivement,
c'est pas adapté pour le travail collaboratif temps réel, c'est pas adapté pour le partage de connaissances structurées, et pourtant on voit énormément de gens qui l'utilisent pour ça, c'est pas adapté pour la transparence des processus, parce qu'il n'y a pas d'outil qui permet de matérialiser le processus. Si quelqu'un a décidé de complètement faire une digression dans le thread de mail, il va le faire. Et puis quelque part, pour l'accessibilité de l'information, vous revenez de vacances et vous dépilez vos mails, déjà vos 100 ou 300 ou 400 ou 1000 mails ou 3000 mails que vous recevez en fonction de la durée de vos vacances, de filtrer le spam qui arrive dessus, pour filtrer les mails qui sont réellement pertinents, et puis finalement, quand vous arrivez sur les mails qui sont pertinents, vous rentrez sur un thread où il y a 30 personnes qui ont parlé sur le sujet, qui n'ont pas le même avis, et qui n'ont pas exprimé la même position, et qui ne se sont pas synchronisés. Donc moi je suis effectivement un no-mail. Je considère que dès qu'on peut retirer le mail, il faut retirer le mail. Et dans le cadre du télétravail, ça devient extrêmement important parce que, à cause de cette problématique de surcharge informationnelle. Alors, les bénéfices concrets du no-mail en télétravail. McKinsey a expliqué que les professionnels passent en moyenne 28% de leur semaine à gérer des mails. 28% du temps à attendre un mail. C'est même pas à traiter, c'est traiter, attendre ou surveiller ces mails. On voit l'Université de Californie qui avait estimé que un salarié consulte en moyenne 74 fois sa messagerie électronique par jour. C'est-à-dire qu'il passe 74 fois son temps à surveiller un processus asynchrone. La communication synchrone par un Teams ou une messagerie instantanée, elle enlève intégralement cette problématique. Et puis enfin, Radicati Group avait estimé que, effectivement, c'est le chiffre que j'ai déjà évoqué, on recevait en moyenne 126 emails par jour. Imaginez quand vous revenez de vacances, mais vous le savez tous, il faut trouver des solutions. Et ces solutions, elles reposent par des flux de communication. Elles reposent par des outils qui permettent la communication synchrone et le flux de communication et l'historisation du flux de communication. C'est pas pour rien que des outils comme les outils d'instant messaging, propriétaires comme Teams ou d'autres solutions open source qu'on verra après, prennent le dessus. Et c'est pas pour rien aussi qu'on ne fait pas du suivi de projet avec du tableur Excel et un mail. On utilise un outil qui est fait parce que ça va matérialiser un processus de fonctionnement. Donc, réduction du stress, ce sont des chiffres qu'on retrouve, voilà, pour le coup, ces chiffres, moi je vous les donne, mais je ne pense pas que ça fasse consensus. Limiter l'anxiété liée à la communication professionnelle, le gain en productivité. Il y a des gens qui considèrent qu'on peut aller gagner, avec les chiffres qu'on a vus avant, jusqu'à 6 heures de travail par semaine. C'est quand même c'est non négligeable. Une meilleure organisation de l'information et une thésaurisation de l'information, ce qui est quand même extrêmement important. Une collaboration plus fluide et un équilibre vie professionnelle amélioré, puisqu'on n'a pas besoin de surveiller ce mail et d'attendre. De se dire, tiens, je t'enverrai le mail et puis comme ça, je te l'envoie à 19h. Puis tu me réponds juste après. Ouais, non, mais non, à 19h, moi, je suis plus au travail. Le no-mail, il faut surtout pas le considérer comme une volonté d'enlever complètement le mail. En tout cas, c'est pas ma façon de voir les choses. Il y a des gens qui considèrent que le mail est strictement inutile, mais la communication externe, la communication avec les partenaires externes de l'entreprise, oui, maintenant Teams commence effectivement à se généraliser, donc on voit les entreprises partenaires avec lesquelles on communique via ces outils, mais bon, il y a quand même cette nécessité de pouvoir avoir ce point de contact externe, et lui, il demeurera asynchrone, c'est inévitable. Par contre, dès qu'on peut revenir sur du synchrone et revenir sur des processus de flux de travail et de la thésaurisation de l'information, il faut le faire. Dès qu'on peut revenir sur un outil de pilotage plutôt que du pilotage informel par traitement asynchrone, il faut le faire. Donc, pour conclure, on va essayer de regarder un petit peu des solutions open source pour faire du télétravail, à la fois sur les problématiques que j'ai évoquées, mais plus globales. Il faut des outils de visioconférence. Donc là, on va retrouver Big Blue Button, qui était plus fait pour faire de la formation à l'époque, mais qui est un peu compliqué à mettre en œuvre. Mais il y a surtout Jitsi Meet, qui est lui beaucoup plus facile. Et puis la partie Talk de Nextcloud. Nextcloud, on va le retrouver sur pas mal de solutions. C'est un outil qui est extrêmement performant et adapté au travail à distance. Au niveau de la bureautique, en open source, et bon, là on n'est pas dans le cas du télétravail, c'est plus global, mais on peut trouver des solutions. Bon, il y a LibreOffice qui est peut-être pas suffisamment ergonomique, et puis de l'autre côté, on a OnlyOffice qui lui est très ergonomique, mais peut-être un petit peu moins riche en termes de fonctionnalités. Puis il y a des solutions comme ClickPad qui peuvent être utilisées. La communication d'équipe. Mattermost, et on va voir à la fin, je vais conclure par le ChatOps, on va voir
effectivement que pour moi c'est extrêmement important de venir ce genre de choses, et je le soulignerai par le ChatOps qui est un aspect bien précis d'un flux de travail et de la matérialisation d'un flux de travail. Rocket Chat, Element Matrix, on va avoir aussi, tout à l'heure on parlait de sécurité et de VPN, OpenVPN, Passvault, WireGuard, KeePassXC. Il y a énormément de choses qui vont permettre de gérer la façon dont on gère ses credentials, ses mots de passe, comment on se connecte à l'entreprise. Donc là, faut surtout pas le négliger. La gestion de projet. On fait du no-mail, donc on revient faire le pilotage dans un outil, on fait pas du tableur Excel. Redmine, Open Project, on peut faire aussi, quand on fait du développement, faire son projet en Kanban sur un GitLab. Taiga, pour faire du Kanban aussi. L'accès à distance. Donc là, il y a pas mal de choses aussi. Il y a Apache Guacamole qui permet de gérer l'accès à distance sur les équipements, Mesh Central, Rustdesk. Et puis là, tout à l'heure, je parlais de Nextcloud, là où il est vraiment pertinent, performant, pour la partie stockage et partage de fichiers. Nextcloud, évidemment, Seafile et OnCloud, qui est en fait, effectivement, Nextcloud, c'est un fork de OnCloud. Et puis pour finir, la gestion de connaissances, la capacité à travailler tous ensemble sur la construction d'un édifice de connaissances, sur une knowledge base, XWiki par exemple. Alors, ces deux mots sur le ChatOps, je les ai déjà fait dans une série de vidéos que j'avais fait sur le DevOps, mais je voulais revenir dessus parce que voilà, ici on parle de tech, on parle d'open source, là on a fini par parler d'open source, là on va reparler un petit peu de tech et on va regarder comment finalement, ce que j'expliquais sur le fait de créer un flux de travail et de la thésaurisation de l'information et de remettre un outil qui évite la communication par mail, qui évite la communication asynchrone non contrôlée. Le ChatOps, c'est exactement ça, de se dire, même dans l'activité précise du support d'un système informatique, dans l'expertise maintien d'un système informatique et le déploiement d'un système informatique, utiliser des outils comme Rocket ou Mattermost, ça permet effectivement de venir raccorder les outils de la chaîne d'intégration, les outils opérationnels et la supervision, les remontées d'informations des infrastructures et la knowledge base sur un même outil. Donc, quand on a compris le principe du ChatOps, on a compris la nécessité de travailler sur les aspects du no-mail. Donc, en conclusion, le télétravail, faut pas se tromper, c'est une modalité de travail puissante, c'est une opportunité considérable pour les entreprises et les individus. Par contre, effectivement, il faut lui donner des règles. Donc, effectivement, sa mise en œuvre, elle nécessite que ce soit bien réfléchi, que ce soit partagé avec les salariés, que les règles soient définies, qu'on définisse quand même un point d'équilibre et que tout télétravail soit quand même évité. Peut-être pas pour les salariés pour lesquels c'est extrêmement justifié, pleinement justifié, mais voilà, il faut regarder la dimension humaine, la dimension sociale et organisationnelle globale avant de commencer à se lancer dans le télétravail. Il faut anticiper les risques liés aux outils, aux méthodes. J'ai parlé de no-mail, parce qu'effectivement pour moi c'est quelque chose d'important, mais voilà, les problèmes sociaux, les problèmes humains, il faut anticiper tous les risques potentiels, il faut en créer un matrissage pragmatique, objectif, pour que justement les choses se passent au mieux par la suite. Et quoi qu'il arrive, c'est un état de fait, le télétravail. Le Covid-19, comme je vous l'ai dit, il y a eu un avant et un après. Et le futur du travail, il est définitivement hybride. Il est définitivement la combination entre le meilleur des deux mondes. À la fois le monde du travail à distance et le monde du travail en physique. Et je suis persuadé qu'il ne peut pas y avoir de négation du travail en physique. Et je vous remercie, et je vous dis au revoir, et je vous attends pour la prochaine vidéo sur Ultra Green.